France Culture. À Voix nue. Toute cette semaine, Sylvain Bourmont rencontre Jean-Claude Passeron. Ce soir, les années Bourdieu. Bonjour Jean-Claude Passeron. On en était au début des années 60 à cette première rencontre avec celui qui allait devenir plus qu'une silhouette croisée à Normal Sup, Pierre Bourdieu, que vous rencontrez gare de Lyon, parce que vous allez lui succéder comme assistant auprès de Raymond Aron. Et à cette époque-là, il vous propose de travailler ensemble à faire des enquêtes. Il y a le financement pour ces enquêtes, c'est le renouveau de sciences sociales un petit peu plus empirique aussi. Et à l'école des hautes études. À l'école des hautes études. Oui. Alors, comment se passe cette première réunion de travail et comment vous décidez des objets de cette enquête, des méthodes, comment vous vous mettez au travail qui va aboutir à la publication en 1964 d'un livre qui marque l'histoire de la sociologie et que vous avez co-signé avec Pierre Bourdieu, Les Héritiers? Disons que cette première réunion, il s'y passe très peu de choses, sinon qu'on constate en complicité et renouement de nos lectures anciennes, que nous avons le même désir de quitter. En fait, c'est ressenti comme envoyer promener la philosophie, peut-être pas pour les mêmes raisons chez lui que chez moi, mais c'est déjà le sentiment que par rapport à la positivité des recherches qui se passent partout en Europe et même dans le monde, les pratiques scientifiques dans les sciences de l'homme comme dans les autres, ou dans les sciences de l'homme avec les renouveaux linguistiques, etc. C'est ça que nous voulons faire. J'appelle ça en sociologie des enquêtes. Donc c'est l'éloignement de la philosophie, ce désir d'en finir avec la philosophie, et qui va assez bien avec le fait qu'on découvre que Bachelard, que nous avions apprécié, là aussi à l'école normale, par la lecture. Moi, je l'ai croisé une fois, il m'a fait passer un examen en Sorbonne où il m'a expliqué que c'était pas grave de se tromper de sujet, parce qu'il dit que lui, dans sa conquête des titres universitaires, en quasi-autodidacte, comme on le sait, avait mal entendu qu'on lui avait dit « vous me parlerez de l'empirisme ». Et qu'il avait traité l'empirisme, parce qu'il connaissait très bien Ampère, et que c'était pas gênant que j'ai parlé d'autre chose. Le tout, était de savoir qu'on connaissait ce dont on parlait. Et donc, ce Bachelard se prêtait à merveille à travers l'histoire des sciences, et en fait, disons-le en un mot, sa théorie des révolutions scientifiques. Enfin, son histoire, sa description de ce qui se passe dans une théorie scientifique, et de ce que Thomas Kuhn appellera le changement la substitution d'un paradigme scientifique à un autre comme grande scansion de l'histoire des recherches dans toutes les sciences. Et donc, comme cette histoire de paradigme nous fascinait, puisque nous partions du fait qu'il fallait trouver quel est le paradigme sociologique dans lequel inscrire ces enquêtes. Nous sommes restés et à l'école des hautes études, moi enseignant à la Sorbonne, lui étant parti à Lille, nous faisions un séminaire commun où sont apparus beaucoup de gens qui deviendront des sociologues sur ces cadres épistémologiques de ce que c'est que faire de la sociologie empirique. Alors ça donne un autre livre qui est le métier de sociologue, voilà, 10 ans plus tard pratiquement, enfin 8 ans plus tard. Oui, mais alors pourquoi vous décidez de faire des enquêtes, mais vous décidez de faire des enquêtes sur l'école, sur l'éducation, voilà, pourquoi? Alors d'abord, le troisième repère théorique où nous nous rencontrons avec Bourdieu, c'est Weber comme encadrement méthodologique et épistémologique de sociologie empirique par opposition à philosophie sociale. Et par conséquent, nous entrons avec ce qu'il y avait de sociologie empirique. Durkheim, c'est tout de même le suicide et les règles de la méthode sociologique. Voilà les cadres de nos enquêtes. Et c'est ce que nous enseignons dans ce séminaire, c'est-à-dire d'où sort le titre, le métier de sociologue, c'est-à-dire en insistant sur la posture sociologique qui est une attitude devant l'emploi des concepts et des mots. Donc, avec ce Weber
qui, moi, m'a posé un problème, je le dis au passage, parce que quand je débarque à la Sorbonne, je m'attendais à enseigner, de la sociologie française que j'avais lue, du Lévi-Strauss, du Mauss, et du Durkheim, bien sûr. Et Aron me dit, j'ai mis Weber au programme, car il est totalement incroyable que Weber soit méconnu en France. Il en avait quand même parlé dans sa thèse d'avant la guerre, Introduction à une philosophie de l'histoire. Et donc ce Weber, qui me dit-il, et ça c'est ce qui m'est resté, c'est le sociologue par excellence. Et donc ce Weber a encadré, et pour moi a été le plus déterminant de mon détachement de la mécanique durkheimienne, de la fréquence et de la régularité sociale. Parce que c'est ça la grande différence avec Weber, c'est que Durkheim définit par le fait social par la généralité de ses réapparitions ou de ses fréquences, tandis que Weber a une élaboration beaucoup plus complexe de ce que je reconnais immédiatement comme ce que nous faisons dans la description sociologique, sur tableau statistique comme sur matériel ethnologique, c'est-à-dire de l'idéal typisation, on ne peut pas dire autrement, parce qu'en français, typologie est très facilement réduit à, je trouve, 2-3 critères qui me permettent de faire des catégories fonctionnant partes, extra partes. Alors que dans cette idée de type idéal, autour de laquelle il s'escrime, parce qu'il emploie le terme d'intensification du sens, de diverses approches, ou même des concepts philosophiques, pour essayer de décrire cela, qui nous est plus facile aujourd'hui. Moi, j'ai trouvé, plus tard d'ailleurs, dans les années 80, la rencontre avec la linguistique et le problème autour duquel se sont évertués aussi les linguistes ou les sémiologues, c'est-à-dire la distinction du nom propre et du nom commun. Et donc, j'ai tout d'un coup découvert que dans les sciences dites historiques, eh bien, nous utilisons, alors je me suis aperçu que c'était pas complètement des noms propres, ce que j'ai dû baptiser, faute de mieux, qui est un mixtologique dépourvu de définissabilité rigoureuse, des semi-noms propres, de lieu, de singularité, de singularité de lieu, de singularité d'époque, ou de singularité d'événement. Donc le type social, le type idéal, comme instrument de description, voilà ce qui a marqué l'influence de Weber sur moi. On a compris les cadres théoriques qui sont là, ce Bachelard en partage avec Bourdieu, Weber au programme, mis au programme par Aron, et que vous découvrez, ça va être très important pour vous. Plus difficilement que Bourdieu, puisque à cette époque, je découvre que c'est une catastrophe de ne pas savoir l'allemand. Et je vais tâtonner avec des lexiques, et je ne peux pas lire Weber. La première année, je ne trouve, à part quelques traductions anglaises de fragments, par Werth et Mills sur le pouvoir politique, est très facilement lisible. Je me dis, mais ça me rappelle qu'Althusser me disait, ne lis jamais, au lieu de lire des commentaires impensables de Hegel en allemand, tu lis, je ne sais pas si c'est Gévon, il y avait un spécialiste de Hegel en Angleterre, c'est plat comme un trottoir, on comprend tout. Et c'est vrai, j'ai découvert qu'on pouvait comprendre des choses compliquées en anglais. Lévi-Strauss dit la même chose d'ailleurs sur le nécessaire passage par la langue anglaise pour déflationner. Vous auriez eu du mal de toute façon à lire Weber en français puisqu'il était très peu traduit. Il n'était pas du tout. Pas du tout même à cette époque-là. Même aujourd'hui, il ne l'est pas encore complètement. Oui. Alors là, il y a beaucoup de choses puisque une de mes activités quand j'arrive à Marseille, c'est de mettre en place cet atelier Weber où je peux faire détacher celui qui est maintenant un traducteur érudit et reconnu de Weber, qui a retraduit l'ensemble et qui est en liaison avec la réédition complète des œuvres de Weber en Allemagne. La question c'est pourquoi l'école ? Est-ce que c'est aussi parce que vous aviez en commun, Bourdieu et vous, d'être les produits de l'élite de cette école républicaine, tous les deux issus de milieux modestes et arrivés au sommet de la méritocratie scolaire française, élèves de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm l'un et l'autre, agrégés de philosophie. On ne peut pas imaginer plus haut dans la hiérarchie scolaire française. Si, il y a devenir patron dans une université, en particulier à la Sorbonne ou le Collège de France. Mais ça, ce sera pour plus tard. Vous allez travailler sur les étudiants. Mais d'abord, vous travaillez sur l'école. Pourquoi, au fond ? Alors, c'est encore une rencontre avec Bourdieu, disons,
en se racontant chacun notre passé scolaire. Moi, j'ignorais à peu près tout, sinon qu'il affectait à une table de snob à l'ENS de circuler en blouse grise d'interne pour bien marquer son originalité, son origine. Et donc, je savais pas, mais là, puisqu'on écrit, enfin, on fait ces enquêtes qui nous sortiront les héritiers, on voit que la tonalité vécue des souvenirs de gens qui sortent d'en bas, classe populaire, classe moyenne, strate inférieure des classes moyennes, petits commerçants, petits fonctionnaires. Son père était dans des PTT à la Poste, et moi, ma mère institutrice, et avec un mariage provincial, plus ou moins à la campagne ou dans des bourgs. Et à ce moment-là, notre expérience de lycée, à la fois elle correspond, mais là, alors on n'approfondissait pas, je sentais bien les différences. Lui avait un compte à régler avec l'école, il en parlait clairement. L'influence des profs sur les pauvres parents, les parents, pas parents pauvres, ces pauvres diables ou dames des classes populaires qui se laissent impressionnés par les profs qui leur disent « Votre fils, il faut qu'il fasse ça, il n'est pas doué en français ». Ça l'avait marqué que des profs avaient déclaré ça à sa mère. Et c'est pourquoi il est devenu... Enfin, c'est pourquoi, non, là, je suis en train d'exagérer. Il devient philosophe. Et, tandis que moi, je n'avais pas du tout cette expérience. Ma mère était syndiquée. Vous étiez déjà un peu du milieu scolaire, en ayant une mère institutrice, ça change tout. Avec laquelle, une brève parenthèse, ma rupture, qui a été aussi bien avec mon père, etc., elle a été ondulatoire avec mon père et ma mère, parce qu'à un moment, j'opposais, commençant à connaître des choses sur les dialectes, la richesse du dialecte que parlait encore mon père, alors que ma mère, en tant qu'institutrice, méprisait ça comme tous les instituteurs, qu'elle apprenait à la campagne les enfants à désapprendre et qui étaient pour elle des miettes de langage, des miettes de français. C'était pas un dialecte. Alors que moi, je découvrais que c'était le dialecte, le mien, enfin celui d'une part le nissard, mais même le gavois de parler dans la montagne, c'est celui qui est le conservatoire de l'évolution phonétique depuis le latin, qui a gardé, à la différence du provençal, le A féminin, etc. Et donc, dans ces ruptures, ma mère, je me souviens quand même, je suivais son anticolonialisme tout à fait, mais je suivais aussi son mépris des cultures populaires dont elle s'était extraite. Et tout jeune, je me souviens, même au cours préparatoire, c'est une révolte contre la mère, après il y en aura contre le père, après j'ai aussi l'une avec l'autre, j'ai alterné l'une avec l'autre. J'avais à conjuguer un devoir à la maison, un devoir en étude, le verbe aller, et donc au lieu de mettre je suis, au passé, à tous les temps, donc au passé composé, je mets j'ai été. Je ne sais pas où je l'avais pris, où je l'avais entendu, où ma mère m'avait confirmé que on pouvait dire « je suis allé comme j'ai été ». Et le fait est que ce « j'ai été » me rageusement barré par une institutrice débutante, très jeune et pas au courant. Donc moi, retournant à la maison, je dis « mais enfin, j'ai bien raison, tu m'as bien dit qu'on peut... » Ah, dit ma mère, oui, mais... Tu comprends, il faut que tu fasses tes recopiages. Et j'ai senti que c'était pas ma mère qui me parlait, mais l'institutrice solidaire d'une débutante à l'école. Et j'ai dit, mais quand même, la vérité grammaticale, actuellement je le formule comme ça, j'ai senti comme un choc. Elle m'abandonnait en tant que mère et me parlait en tant qu'institutrice. Donc voilà le climat dans lequel nous n'étions, Bourdieu et moi, pas déjà sur les mêmes souvenirs d'école primaire. Et moi, là, j'avais été imprégné par, parlant vite, le caractère à gauche de ses opinions en tout domaine et de ses pratiques rigoureuses syndicales qui correspondaient, ou religieuses, puisqu'elle était athée. C'était, dans ces pratiques-là, que je suivais sur cette pente syndicale son révolutionnarisme trotskiste. Elle était abonnée à l'école émancipée, vous comprenez ?
Bien que, parce qu'elle avait des réserves sur le culte du chef pour les communistes qui l'entouraient, elle, dans le syndicat national des instituteurs, mais nous, dans la famille, il y avait des communistes des deux côtés, du côté paternel comme du côté maternel, de petites gens, artisans ou paysans à la campagne. Par conséquent, je voyais que, d'où première discussion, Bourdieu voulait utiliser, a beaucoup voulu dans Les Héritiers qu'on parle de cette illusion d'émancipation politicienne qu'ont les politiques de gauche dans les syndicats. On ne s'émancipe pas. Pour lui, c'était l'école reproductrice à 100%, et qu'elle fut émancipatrice au titre culturel. En quoi moi, j'étais d'accord que le corps des enseignants, mais plus tard, ça sera notre accord sur les profs, et l'imprégnation par les humanités classiques de nos professeurs de français, latin, grec, bien sûr, malgré mon amour du grec. Mais ce fait de vouloir s'en prendre à une tendance syndicale, si je puis dire, fait que j'ai lutté pour qu'on ne se serve pas de l'illusion de l'émancipation, entre guillemets, de l'école en général, de ses liens avec l'ordre social établi. Mais alors, concrètement, Jean-Claude Passeron, comment ça s'est passé ces enquêtes? Parce que vous étiez deux philosophes de formation, vous n'aviez jamais fait de terrain, comme on dit, sociologique, et vous avez dû élaborer des questionnaires et construire un dispositif d'enquête. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé de la manière suivante, c'était le 4e ou 5e point en commun, nous avons dû apprendre la statistique, sans l'avouer. Et je me suis rendu compte qu'à part pour la psychologie, où je suis allé bien apprendre le problème des courbes de Gauss, des distributions, de la statistique non paramétrique et des tests de signification, mais dans des ouvrages anglais. Il n'y avait que le Ehrlich flamand pour les psychologues, mais c'était pour la distribution, pour les courbes. Donc, j'ai dû apprendre dans Facts and Figures, on trouvait dans Penguin Books, tout ce qu'il fallait, donc autodidactiquement, et nous en parlions avec Bourdieu, dans nos premiers questionnaires, des épreuves de signification, jusqu'où il fallait aller, quelle importance leur donner. Et comment, en s'apercevant qu'après ça, qu'il y ait telle relation entre un X et un Y, entre X1, X2, X3 et Y1, Y2, Y3, et c'était une relation qui montrait quoi, qu'on interprétait comment, est-ce que c'était la cause et dans quel sens, X de Y ou Y de X, ou X en relation avec Y, ça cache une relation de X avec Z, variable latente dans le langage de Boudon par exemple. Donc c'est du recyclage statistique, mais en se refusant de le couper de l'entretien auquel nous nous sommes pas ralliés immédiatement. Bourdieu attendra vraiment pour leur faire confiance la misère du monde, là, bien après notre rupture. Moi, j'avais quand même déjà cette défiance, parce que j'en voyais autour de moi des étudiants dans les thèses 3e cycle, d'en faire, et puis même des gens publiés des analyses de ce qui se passe en France, avec 7, 8, 10 entretiens d'un milieu social, etc. C'est-à-dire, ça j'en ai été, et je suis resté persuadé, il n'y a plus à ce moment-là, entre le descripteur, observateur sociologue, et la parole de ces interviewés, que la fragile barrière des guillemets. Et pourquoi il sait que c'est ce que disent ceux-là, ce qu'ils disent de leurs actes, qui est la vérité sociologique de leurs actes. Et donc, on a appris la statistique, et nous avions l'un et l'autre. Alors, c'est là qu'intervient le nom de Marcel Magé, qui a travaillé avec nous sur ses premières enquêtes, et qui a fait un manuel d'ethnographie métropolitaine, et nous l'avons associé à ces enquêtes sur les étudiants. C'était la notion d'inventaire et de description par inventaire de ce que les gens font dans leur journée. Dans ce manuel, on explique à quoi il est important de compter les casseroles, de voir leur métal, etc., dans une cuisine paysanne, que c'est ça l'inventaire. Et que l'inventaire des objets du monde, de l'ameublement du monde tel qu'il existe autour de chaque groupe social ou familial, c'est une partie de la description scientifique. Donc,
lui avait réalisé très tôt son enquête sur le célibat au Béarn, avec ses souvenirs de retour de Kabylie, en projetant la méthode ethnographique sur le terrain béarnais. Et moi, j'en ai simplement tiré une curiosité que j'ai continué pendant des années à écouter ou à enregistrer les gens du village de mon père et à faire des petits trucs comme qui prouvent... voilà, j'en ai pas tiré grand-chose parce qu'on était en plein passage. Donc ça avait une valeur conservatoire. On est en plein passage de la fin des paysans. Mais donc j'ai connu à la fois dans les grands-parents, dans ce village, et chez mon père et les gens de sa génération, le dernier usage normal et naturel du dialecte local, le gavotte dans la montagne, qui n'est pas le nissar que j'entendais à Nice. Et par conséquent, voilà, les curiosités qui se sont jointes dans la manière de décrire sociologiquement ce qui se passe pour faire de la sociologie scientifique et expliquer en même temps ce que veut dire scientifique au sens de Bachelard. Comment vous écriviez à deux ? Eh ben, voilà, c'est parce que Bourdieu, peut-être plus que moi, était encore plus occupé par... Enfin, après, en plus, il allait à Lille, où il organisait des choses... Et moi, assistant d'Aron, je devais aussi faire beaucoup de choses. Mais au centre, dont il était secrétaire général, le centre de sociologie européenne, dont Aron était le directeur en titre, à l'école des hautes études, c'était lui le secrétaire général. Donc moi, j'ai surtout enseigné en Sorbonne, participé à des colloques, etc., en portant cette pensée épistémologique qui deviendra le métier de sociologue, par exemple face à l'UNEF, puisque à cette époque, c'était à l'époque des héritiers, ça. Alors Bourdieu n'aimait pas à cette époque les affrontements directs avec des masses dans une salle où il y a dans l'UNEF ou autre. Et donc c'est moi qui me déléguais, volontiers, à faire front à l'UNEF, qui à cette époque avait comme cheval de bataille, au moment des héritiers, avant 68, le présalaire pour tous les étudiants. Jeunes travailleurs intellectuels, c'est sa définition. Et donc, expliquer que ça n'était pas, comme il disait, le moyen, que les plus riches, les élèves, les héritiers précisément, fils de cadres supérieurs, enfants, c'était pour elles le moyen, qui ne demandait que ça, les pauvres jeunes étudiants, de ne plus dépendre de leur famille réactionnaire et de devenir, en tant que jeunes travailleurs, des révolutionnaires. Et donc, je devais aller expliquer à l'UNEF, je me souviens, enfin à l'UNEF, devant des assemblées d'étudiants qui étaient déjà âgés, pourquoi on peut faire n'importe quoi avec la reproduction qui, avant d'être culturelle, est économique dans les familles, et que c'est... Plus tard, on a fait, après 81, j'ai fait faire des enquêtes là, sur le revenu des étudiants, mais j'ai fait confier pour la partie de questionnaire à... Grignon. Non, Grignon a pris ma suite, à une boîte privée qui est très bonne d'ailleurs, et le résultat qui en sortait, c'était bien sûr que ça s'ajoute pour cela. Et qu'en réalité, la manière dont ça ordonne les revenus des étudiants était forcément la même que celle dont les revenus de leurs parents ordonnaient le revenu de ces familles-là. Ça a été quoi, en 1964, la réception de la reproduction ? Diverses. De manière inattendue, enthousiaste, parce qu'on était quand même dans l'approche, comme on dit aujourd'hui, les gens ne sont pas contents. À cette époque, c'était tellement facile de ne pas être content de l'autoritarisme technocratique, y compris dans les universités, à l'école. C'était la question de la sélection à l'entrée en fac, à laquelle il avait été répondu par la propédeutique, qui ne change rien, c'était un super bac. Et donc, dans cette inquiétude, ont lieu des colloques qui sont celui d'Amiens puis de Caen, je pense, où des technocrates, des profs désespérés de la fuite scolaire des étudiants, c'est surtout les étudiants de les questions, les lycéens ne se mettront en marche, ne se mettront en révolte que plus tard, y compris après 68. Mais là, c'est le problème de cette croissance en nombre dont les gens ne voyaient même pas que la croissance en nombre dissimulait la reproduction, la perpétuation des mêmes inégalités selon les origines sociales des gens qui arrivaient à la fac.
D'où cette originalité des héritiers où il y a 3 choses. Il y a d'abord la base empirique, c'est le calcul des chances scolaires qui ne donne pas les mêmes résultats que de dire il y a 6% de fils d'ouvriers dans l'enseignement supérieur et 30% de fils de patrons ou de cadres supérieurs. Ça donne au contraire, le calcul des chances permet de voir les ordres de grandeur et de décrire. Et du coup, en décrivant, de poser un autre problème à l'interprétation des causes par lesquelles ça se fait, et que le calcul des chances prenait, c'est-à-dire si vous naissez fils d'ouvrier plus un, alors il fallait prendre les statistiques 20 ans plus tôt, c'est cela que Darbel nous a aidé à faire dans ce modèle qui est un annexe aux héritiers, et ce calcul des chances montre l'ampleur, et le calcul des chances refait 10 ans après, je pense, dans la reproduction, il est un annexe aussi, montre que la translation vers le haut, que, évidemment, la montée des taux de scolarisation entre 20 et 24 ans enregistrés, ne change pas la nature des désirs d'accéder à l'école, et à peu près pourquoi il y a cette liaison étroite entre l'innovation dans l'enquête et la manière dont elle est encadrée par l'interprétation, avec des notions que nous découvrons à ce moment-là. Mais là, derrière lui, il y a Weber, nous appelons légitimité culturelle, dont Weber avait fait la théorie et la méthodologie, mais à propos de la légitimité politique ou religieuse, etc., ou juridique. Et nous voulons montrer que c'est une légitimité appuyée sur une institution, mais pas seulement. C'est-à-dire que la légitimité culturelle, elle est aussi dans la maison des... Enfin, en France, c'est pas une maison des écrivains, mais dans l'intelligentsia littéraire qui n'est pas universitaire, et que c'est un répertoire, et un répertoire qui est beaucoup plus qu'un répertoire qu'on rejoue. Bien sûr, dans les classes, dans les classes du secondaire, c'est un programme, mais que c'est une manière d'amener ceux qui la diffusent ou l'enseignent, les profs, à répertorier l'idée que ceux qui diffusent les contenus, tels auteurs plutôt que tel autre, tel commentaire sur c'est bien d'écrire comme ça, votre ton est vulgaire, là vous vous trompez complètement. Aujourd'hui ils disent beaucoup, vous écrivez comme sur les SMS là. C'est plus du français, mais dès cette époque il y avait cette légitimité, enfin à travers le style que contrôlait l'école, il y avait bien cette légitimité d'une culture scolaire et d'une culture plus générale, tant scientifique que littéraire. Simplement, nous étions contemporains du moment où la culture générale légitime est passée des pages roses du dictionnaire de l'époque de Herriot. C'est tout ce qui reste. La culture, c'est tout ce qui reste. La culture générale, quand on a tout oublié, il fallait au moins retenir les citations latines, ce que faisaient les hommes politiques. Mais ça passait, la légitimité d'être savant, enfin cultivé, c'est passé aux pages, disais-je à cette époque, aux pages économiques du monde. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Sylvain Bourmeau avec Jean-Claude Passeron. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Pascal Bernard, réalisation Luc-Jean Reynaud, coordination Bélindola. Cette émission s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.